Docteur Aziz Chabi Morou, bonjour. Bonjour, cher ami William. Vous êtes professeur des universités et directeur de l'Institut pour la gouvernance démocratique. Merci de nous avoir reçus ici à l'IGD. C'est moi. Le Bénin a commémoré 64 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Vous êtes acteur majeur de développement et avant tout citoyen. Déjà, quel est votre sentiment et votre appréciation de cette commémoration? Merci, cher ami. C'est vrai, c'est 64 ans d'indépendance du Bénin et cette célébration nous remémore que le chemin parcouru a été assez long et que 64 ans dans la vie d'une nation, c'est beaucoup de choses à la fois. Je vais apprécier ces 64 années en partant de 3 descripteurs que je considère un peu comme des descripteurs d'un État. D'abord le territoire, pour dire que l'espace territorial hérité de la colonisation est resté intact. Et donc, de ce point de vue, l'État béninois a toujours marqué sa souveraineté sur le territoire hérité de la colonisation. Même si c'est quelques années ou depuis quelques mois, il y a de l'infiltration des groupes terroristes, cela permet évidemment de montrer à quel point le défi est grand. Et je tiens particulièrement à cet égard à saluer les inlassables efforts de nos forces de défense et de sécurité qui travaillent pour maintenir l'intégrité du territoire national. Le second descripteur autour duquel je voudrais intervenir, c'est la population. Vous savez, et toutes les analyses le montrent, entre la population béninoise est en net progrès et le niveau de croissance démographique est relativement rapide et plus rapide que le niveau de croissance de la richesse. Et à cet égard, la population active, disons donc les 15-64 ans, est constituée majoritairement donc aujourd'hui de personnes qui sont nées, disons, après les indépendances. Puisque 64 ans d'indépendance, cela suppose que celui qui a 64 ans aujourd'hui et qui est donc dans cette tranche d'âge active est né après les indépendances. Cela dit, en principe, le sentiment national au sein de cette population devait être relativement grand. Or, il se fait que ce sentiment est relativement faible. Et donc, là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire parce que le Bénin a besoin de citoyens qui sont respectueux du bien public, qui ont le sentiment d'appartenir à une même nation et qui travaillent pour le développement et la construction de cette... Vous avez comme impression qu'ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois? Oui, lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Il y a que aujourd'hui le respect du bien public, par exemple, c'est pas toujours évident. Et de l'autre côté aussi, il y a un sentiment qui fait que beaucoup de Béninois, ou en tout cas quand on prend une certaine tranche d'âge, les gens ont tendance à penser que le développement va venir d'ailleurs et que c'est quelqu'un qui viendra développer le pays. Il y en a qui pensent même qu'il faut quitter le pays pour aller faire fortune, il faut quitter le pays pour aller je sais pas, se chercher ailleurs, alors qu'on peut, chez soi, créer les conditions, créer de la richesse et contribuer ainsi au développement. C'est ainsi qu'on construit une nation, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, nous qui sommes les vivants, donc les contemporains, nous devons travailler pour les générations futures. Si tout le monde doit fuir, si tout le monde n'a pas le sentiment d'être béninois, cela va sans dire que pour les générations futures, on n'aurait pas posé vraiment les véritables bases pour un développement durable, comme on le dit. Et le troisième descripteur autour duquel je voudrais intervenir, c'est celui en lien avec la gouvernance, y compris la gouvernance des services publics. Je crois que l'occasion du 64e anniversaire a permis de rappeler tous les progrès qui ont été faits ces dernières années. Mais ces progrès ne doivent pas occulter qu'il y a encore, à des endroits donnés, des inégalités. Il y a encore de nombreux défis en termes d'accessibilité ou d'offres d'emploi pour la jeunesse. Il y a encore du chemin à parcourir pour réduire un certain nombre d'inégalités, pour atténuer les poches de pauvreté qui existent ça et là. Mais ça, c'est un travail collectif, chacun doit y travailler. Et cela montre à plusieurs égards que le chantier du développement est un chantier assez vaste,
autour duquel il faut pouvoir, bien entendu, accélérer, disons, la mise en œuvre de politiques efficientes qui soient adaptées aux réalités de notre contexte. À cela, l'IGD travaille à travers son fonctionnement, sa mission, ses attributions. Si vous deviez nous présenter l'institution, que diriez-vous? Alors, l'IGD, c'est l'Institut pour la gouvernance démocratique. Ça, c'est la définition du sigle. Nous sommes une organisation non gouvernementale qui est active au Bénin depuis 2012, déjà sous la forme d'un institut néerlandais, du bureau béninois de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et en 2020, à la suite d'un processus d'autonomisation, nous sommes passés à une structure autonome pour pouvoir diversifier nos partenariats et pouvoir, bien entendu, avoir des projets propres que nous mettons en œuvre et nous détacher un peu de cette, disons, de ce couloir néerlandais ou de ce label néerlandais qu'on nous attribuait sans pour autant couper les ponts. C'est ainsi que nous sommes passés une organisation, donc ONG, avec un conseil d'administration international qui a un bureau exécutif et qui met en œuvre un certain nombre de projets, programmes au profit de la gouvernance démocratique, en lien bien entendu avec le développement du pays. Vous parlez de projets. Ils sont initiés à l'endroit de quelle couche de la société? Gouvernance, démocratie, on s'imagine le champ politique de tous les jours, mais si, un peu plus en détail, vous devriez mettre l'accent sur ces projets. Oui, nous avons plusieurs projets qui sont mis en œuvre, mais l'essentiel des projets, c'est des projets qui sont beaucoup plus orientés, disons, accompagnement des processus démocratiques. Cela vient du fait de notre fonctionnement depuis les origines. Et donc, nous avons un projet qui renforce, qui accompagne les femmes élues locales, les femmes parlementaires, pour développer en elles ce qu'on appelle le leadership politique féminin, afin que l'arène politique, ou en tout cas le champ partisan, soit un champ dans lequel on retrouve de plus en plus des femmes. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement partisan est dominé par les hommes. Donc, il y a un projet dans ce sens qu'on appelle le projet de renforcement du leadership des femmes en politique, qui est mis en œuvre par CAI International Bénin-Togo, l'IGD et le NIMD sur financement de l'ambassade royale des Pays-Bas près le Bénin. Mais là-dessus, le Bénin connaît des avancées. On peut dire que l'IGD y a contribué un peu? Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour accompagner les jeunes femmes militantes et militants et à travailler pour que les partis politiques soient relativement plus sensibles aux questions du genre et de l'inclusion, des femmes, mais également des jeunes. Et nous avons, dans le cadre pour accompagner un peu, disons, cette politique volontariste de l'État qui a permis, dans le cadre des législatives passées, à avoir l'arrivée de 29 femmes députées, nous avons mis à la disposition de ces 29 femmes-là un assistant ou une assistante pour pouvoir leur permettre, les accompagner et être à leur côté. Donc, en même temps que les assistants sont là, ils sont en train d'apprendre la politique, ils sont en train d'apprendre de leurs aînés, ils les appuient et cela constitue quelque chose quand même de positif dans le cadre de la valorisation du travail politique que ces femmes-là qui ont été élues font. De l'autre côté, nous avons également un programme qu'on appelle le programme Rapide, qui vise à accompagner les partis politiques afin qu'ils soient plus inclusifs et qu'ils œuvrent pour la paix. Et puis nous avons un autre projet qui est le projet de renforcement, qui est le projet de renforcer un environnement favorable pour résoudre des conflits électoraux, qu'on appelle le projet REFAIR, qui est financé par l'Union européenne et qui est un peu un projet dérivé du projet Rapide que j'ai cité précédemment et qui vise à faire de la prévention des conflits électoraux et, en cas de conflit, à déployer évidemment une réponse qui puisse permettre de nous éviter ce que nous avons vécu en 2019 et en 2021, notamment lors des crises électorales passées. Vous voulez parler des violences pré- et post-électorales. Attardons-nous sur le programme Rapide. Il est orienté vers les partis politiques. J'imagine que des acteurs de la gouvernance aillent former des acteurs politiques, des praticiens, des professionnels de la politique. C'est quand même curieux, qu'on le veuille ou non. Oui, ça fait un peu curieux que une organisation de la
non gouvernementales puissent accompagner les acteurs politiques. Mais le programme rapide, il faut se référer un peu à sa genèse. Pour avoir le programme, lorsque le partenaire néerlandais nous a consultés pour requérir notre expertise, nous avons suggéré que la mise en œuvre, la formulation du programme soit une formulation qui puisse être un peu participative. Donc nous avons mis environ 10 mois pour échanger avec les partis politiques, échanger avec toutes les institutions de la République qui sont impliquées dans le système partisan ou le système électoral béninois, échanger également avec les jeunes militantes et militants des partis politiques pour pouvoir en arriver à une formulation de programme qui tienne compte vraiment des besoins réels des bénéficiaires. Donc les partis politiques en tant que partenaires, les militantes et militants de partis politiques en tant que bénéficiaires, mais également les institutions telles que la Sénat ou la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur en tant que partenaires et bénéficiaires de ce programme-là. Tous ont contribué à la formulation et c'est ensemble que nous avons décidé de ce qu'il faut faire, de l'accompagnement qu'il faut apporter. Et cet accompagnement, c'est sur 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle de la gouvernance des partis politiques. Les amener, bien entendu, dans le cadre de la réforme du système partisan, les partis politiques se sont retrouvés dans une réforme qui les obligeait à être vraiment à être bien gouvernés au risque de disparaître. Donc, on développe un certain nombre d'outils qui visent à les former, à les accompagner pour qu'ils puissent répondre vraiment aux défis que leur impose vraiment la réforme du système partisan. Le second angle sur lequel nous avons convenu, c'est l'angle de l'accompagnement des institutions de la République en charge du système partisan ou du système électoral. Et là-dessus, nous travaillons beaucoup avec la Commission électorale nationale autonome. Et à cet égard, par exemple, lors des élections législatives passées, nous avons développé une solution informatique de déclaration de candidature, laquelle solution a permis évidemment d'éviter un certain nombre de doublons, un certain nombre d'erreurs dans les déclarations de candidature des partis politiques. Et donc, nous développons évidemment, nous accordons cet accompagnement-là pour rendre l'environnement partisan assez favorable à l'action des partis politiques. On a vu par exemple l'impact de cet outil technologique, mais est-ce que vous pensez que l'impact est tout aussi perceptible et palpable au niveau des formations aux acteurs? On se dit que rien ne change vraiment dans l'activité politique de ces acteurs. Non, l'impact est palpable, ils le disent eux-mêmes. Sans cette solution-là, en tout cas, cette solution leur a facilité la tâche. Ça fait que, par exemple, aucun parti ne s'est retrouvé à la Sénat pour passer 24 heures, 48 heures sans pouvoir déposer le dossier. Donc, la plupart des observations qui ont été faites à la Sénat, les partis politiques avaient déjà ces observations-là, savaient déjà qu'il y aurait eu ces observations-là. Donc, de ce point de vue, je crois que les partis politiques ont apprécié. Maintenant, le militant ordinaire d'un parti politique ou le citoyen béninois ordinaire, lui ne peut pas avoir voir tout de suite la traçabilité. Mais pour nous, en développant ça, c'est pour que l'environnement soit favorable, soit apaisé. Parce que rappelez-vous, l'un des motifs, l'un des casus belli des crises de 2019-2021, c'est parce qu'il n'y avait pas eu possibilité pour un certain nombre de partis politiques de participer aux élections parce que des dossiers avaient été rejetés. Et à plusieurs égards, objectivement, il se fait que si l'on tient compte du nombre de pièces qu'un parti politique doit manipuler pour déclarer une candidature, du nombre de sièges et du nombre de circonscriptions électorales, lorsqu'on fait le point, il y a une multitude de pièces à manipuler. Et cela, ce n'était pas évident de pouvoir faire cela si on n'a pas une solution informatique. Et là où on est aujourd'hui fier et on se dit que ça a été quelque chose de très utile, c'est que dans le cadre de la révision du code électoral, cette solution informatique a été légiférée. Donc l'État, ou en tout cas le législateur, a considéré cela comme étant désormais quelque chose qui relève de la loi. Ce n'était pas le cas pour les élections de 2023, mais pour les élections générales, les partis politiques, la Sénat, donc, doit pouvoir mettre à la disposition des partis politiques cette solution-là. Et donc, les déclarations doivent passer par ça en même temps que les déclarations de candidature physique devraient être également déposées. Donc, pour nous, c'est quelque chose de positif et cela montre à plusieurs égards que cela a été utile. L'autre chose que nous faisons, et c'est en cela que
finalement le citoyen ordinaire est touché, c'est que nous faisons de la promotion du dialogue à l'intérieur des partis, mais également entre les partis. Parce qu'on se dit, le dialogue politique, ou en tout cas la solution à la démocratie, ou au problème de la démocratie, se trouve dans le dialogue politique. Et donc, nous faisons beaucoup de promotion, beaucoup de travail avec les partis politiques pour les amener à s'asseoir, tous bords confondus, et à échanger sur des questions de développement, sur des questions en lien avec l'organisation des élections, sur des questions en lien avec une proposition de loi ou une initiative de loi qui est en train de venir pour que, dans un environnement multipartite assez décomplexé, qu'ils puissent vraiment objectivement voir, faire des propositions et pouvoir étudier les choses dans le calme avant que les décisions idoines ne soient prises. Et on le fait aussi bien au niveau central, au sommet, qu'à la base, à travers évidemment une autre initiative, un autre projet qu'on appelle le projet Refait. Justement, on va s'intéresser par exemple à ce colloque international que vous avez organisé toujours dans le cadre du programme Rapide. Il était élargi, on l'a suivi avec beaucoup d'engouement courant le mois dernier. Déjà, parlez-nous du début de cette initiative. Vous créez déjà les conditions pour faire discuter les partis politiques et tout. Pourquoi la nécessité d'y mettre cette expertise et je ne sais pas, cet élargissement que nous avons vu courant ce colloque? Très bien. Ben, c'est une très belle question parce que le colloque en soi était, disons, une façon pour nous de mettre les savoirs, les connaissances à la disposition, d'une part, du monde des décideurs, donc les élus députés, mais d'autre part, du monde de ceux qui animent les partis politiques. Et donc, c'est dans le cadre du programme Rapide, on s'était dit, pour booster un peu les cultures politiques, parce que l'un des objectifs dans l'ingénierie que nous développons, c'est que finalement, que les cultures politiques puissent, que les lignes puissent bouger en matière de culture politique. C'était même le cœur de la thématique. Exactement. Et donc, on a dit, il faut vraiment amener les acteurs, les différents acteurs à s'imprégner de ce qui se passe, de ce qui existe comme connaissance, de ce que les chercheurs ont produit. Et en faisant ainsi, cela permet, disons, cela alimenterait la prise de décision, cela alimenterait les stratégies des acteurs politiques. Et donc, c'est un colloque que nous avons décidé de co-organiser. Ça a été fait par plusieurs structures à la fois, l'Université d'Abomey-Calavi, l'Assemblée nationale, l'IGD et puis l'ambassade royale des Pays-Bas qui a apporté un soutien financier important. Et donc, au cours du colloque, il était question évidemment de mettre tout ce monde ensemble. Donc, les enseignants-chercheurs qui, eux, sont dans la réflexion, ils sont dans les laboratoires, ils produisent des savoirs, de les amener à valoriser leurs savoirs, de ne pas les garder donc, pour eux seuls, pour leur promotion, pour le CAMES, de les mettre vraiment à la disposition de ceux qui en ont besoin. Des savoirs qui font souvent le diagnostic de la vie politique telle que menée. Objectif, parce que l'université a une tradition en matière de recherche. L'université a des laboratoires, nous avons des collègues enseignants qui travaillent, que ce soit des collègues du Bénin qui travaillent sur cette thématique-là, que des collègues qui sont à l'international. Donc c'est tout ce monde-là que nous avons voulu faire venir afin de réfléchir. Et en réfléchissant, on s'est dit, ça va valoriser le travail des chercheurs, ça va amener les acteurs politiques, qui soient des responsables de partis ou des élus députés ou des élus communaux et locaux, ça peut les amener à voir un peu quel est le regard des observateurs sur des choses concrètes qu'eux, ils mettent en œuvre au quotidien. Et à côté de ça, d'amener aussi la société civile, parce que la société civile était aussi invitée à ce colloque-là, pour pouvoir voir un peu quels sont les chantiers, quels sont les débats qui ont cours en Afrique en ce qui concerne les cultures politiques. Et voir aussi de façon comparative
quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre dans d'autres contextes. Pour vous en donner une idée, au cours du colloque, parce que nous, au niveau du travail que nous faisons au quotidien, les partis politiques se plaignent de ce que les jeunes ne militent plus, ils se plaignent de militants, le militantisme est en train de s'affaisser, tout ça. Mais dans le même temps, on constate presque quotidiennement qu'il y a de nouvelles figures de militantisme qui émergent, de nouvelles façons de faire de la politique, qui utilisent beaucoup plus l'éthique, qui utilisent beaucoup plus, disons, des trajectoires qui ne passent forcément pas par les partis politiques, des formes d'activisme qui finalement ont une plus-value en politique le moment venu. Et donc, on s'est dit, il faut introduire, et bien entendu, et c'est l'une des thématiques l'une des conférences plénières, il faut introduire une conférence qui puisse permettre de voir un peu quelles sont les nouvelles formes et les figures du militantisme politique en Afrique. Mais c'est incroyable que presque partout, c'est des dynamiques qui sont en cours et qui appellent un peu à de la réflexion du côté des partis politiques parce qu'ils devront bien entendu faire un diagnostic et dire comment ils font, eux, dans un tel contexte, pour mobiliser donc, les acteurs qu'ils considéraient déjà comme des gens qui ne militent pas, mais parce qu'ils les considèrent comme des acteurs qui ne militent pas parce qu'ils ne tiennent pas compte des dynamiques qui sont en cours. Et de l'autre côté, le législateur qui, lui, doit légiférer, par exemple, en lien avec le système partisan. Donc, il a des éléments qui vont l'orienter, qui vont lui permettre, le moment venu, de mieux légiférer. Parce que si vous devez légiférer sur un phénomène que vous ne comprenez pas vous-même, cela va sans dire que vous allez passer à côté de la réalité. Pour revenir brièvement et peut-être succinctement sur les autres thématiques qui ont été abordées dans ces différents panels qui ont, comme vous l'avez dit, qui ont le mérite de la pluridisciplinarité et surtout de cette kaléidoscopie de profils d'acteurs. Ok. Il y avait plusieurs thématiques. Déjà, la conférence, le colloque a commencé par une conférence inaugurale qui portait sur les cultures politiques face à la consolidation démocratique en Afrique. Une conférence plénière qui a été animée par le professeur Nassirou Bako Arifari, qui est à la fois politique, mais enseignant-chercheur. Donc, il avait une double casquette et il a essayé, dans sa démarche, de montrer comment, disons, les cultures politiques se laissaient voir face aux défis actuels. Parce qu'on comprend que la démocratie est dans un moment assez cathartique en ce moment dans notre sous-région, disons ça ainsi. Puis, il y a eu deux autres conférences plénières, celle du président de l'Assemblée nationale, qui a présenté une conférence plénière sur le Parlement béninois dans la longue marche de la consolidation démocratique au Bénin. Parce que ceux qui sont venus de l'international, et même les enseignants-chercheurs, avaient besoin de comprendre le Bénin en tant que laboratoire de démocratie. Le Bénin est souvent cité, évidemment, comme un modèle en matière de démocratie. Comment le Parlement, quel est le rôle que le Parlement a joué? Donc, il y avait une conférence plénière, elle aussi inaugurale, autour de cette thématique-là, qui a été faite par le président Louis Vlavono et qui a fait une excellente intervention qui a été appréciée par les participants. Puis, l'autre conférence plénière, c'est la conférence plénière du ministre Al-Kassoum Maïga. C'est un Burkinabé, il est sociologue. Il a fait une conférence sur les nouvelles formes et figures du militantisme politique en Afrique. Et en s'inspirant, bien entendu, de l'exemple de son pays, le Burkina Faso, on a vu ces dernières années beaucoup de dynamique, beaucoup de, disons, des formes de militantisme qui, finalement, n'ont pas réussi à consolider leur système démocratique. Il a essayé de démontrer un peu quelles sont les nouvelles figures, les nouvelles formes de militantisme en Afrique. Ça, c'est les grosses conférences. Puis, il y a eu près de 9 panels qui se sont sur différentes thématiques. Il y a eu un panel, par exemple, sur le recul de la démocratie en Afrique et dans le monde. Il y a eu un panel sur le panafricanisme nationaliste en Afrique. Il y a eu un panel sur le dialogue politique, la culture du dialogue politique, comment comment elle peut aider, bien entendu, à consolider la démocratie.
Il y a eu un panel sur les différents programmes de leadership jeune, parce qu'il y a plusieurs structures, y compris la nôtre, qui accompagnent les jeunes dans des programmes de leadership en les formant afin qu'ils puissent se préparer à une bonne carrière militante. Donc il y a eu ces panels de discussion qui ont été vraiment d'importants moments d'échange. D'accord, la publication peut-être des actes, professeur Imo, de ce colloque. Alors, la publication des actes du colloque est prévue pour la fin octobre 2024. Je crois c'est ce qui a été prévu dans l'appel à candidature. Et on pourra tenir dans les délais parce que on a réussi quand même à avoir la quasi-totalité des résumés, la quasi-totalité des articles complets qui ont été envoyés maintenant en instruction auprès du comité scientifique qui doit faire les retours. Donc, dès que ces retours-là arrivent, on les renvoie évidemment aux auteurs qui vont faire les petits réglages et après, le travail éditorial va commencer pour avoir des actes de colloque qu'on va mettre à la disposition aussi bien des participants que des institutions partenaires. Justement, pour nourrir la réflexion et enrichir la culture. On a très peu de temps encore, mais on s'en voudrait de ne pas aborder la question des partenaires. Ils étaient nombreux. Qui a fait quoi pour la réussite de ce colloque? Oui, pour le colloque, il y avait évidemment plusieurs partenaires. Je vais commencer par le partenaire financier le plus déterminant pour nous parce que c'est déjà l'ambassade des Pays-Bas après le Bénin qui, à travers l'appui qu'il accorde au programme rapide, a autorisé le financement disons, de ce colloque-là. Donc l'ambassade a donné une contribution financière importante. Puis, il y a eu l'Assemblée nationale, qui elle-même a donné une contribution financière et s'est chargée de la mobilisation des acteurs parlementaires et d'un travail, disons, technique en lien avec le choix des thématiques qui soient connectés aux besoins de connaissances, de savoir du Parlement béninois. Puis, il y a eu l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité évidemment le colloque et qui, à travers ses enseignants-chercheurs, a mis tout le dispositif scientifique qui permettent évidemment d'avoir des contributions de très bon calibre qui puissent être des éléments de savoir assez objectifs qui soient utilisables. Puis il y a eu notre institution, l'IGDNIMD, qui, ces deux structures pilotent évidemment le programme rapide. Et c'est ces deux structures qui se sont chargées des questions logistiques, des questions de mobilisation des acteurs, des partis politiques autour de la table et qui va se charger évidemment en lien avec l'Institut parlementaire du Bénin de tout le travail de finalisation des actes du colloque. On va conclure ces échanges. Très bien. C'est déjà de vous remercier pour ces échanges et de remercier le partenaire néerlandais qui nous accompagne dans pratiquement tous nos projets. Et au moment de la conception de ce programme-là, avec de la mise en œuvre donc, de ce financement, on était loin de s'imaginer de l'utilité, disons, ou de l'engouement des acteurs politiques autour de cet appui-là. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment nécessaire. Je voudrais donc à cet égard les remercier tous, tous les acteurs politiques qui nous accompagnent dans ce programme-là, aussi bien les partis politiques qui sont les bénéficiaires directs, les institutions de la République en charge du système électoral ou du système partisan. Donc, je pense particulièrement au Conseil électoral, donc la Sénat, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Je pense également à la direction des partis politiques et des affaires électorales, parce que tous ces acteurs-là sont dans la mise en œuvre, sont partie prenante de ce programme-là. Remercier évidemment tous les jeunes qui participent à nos écoles de formation, parce qu'on a deux écoles de formation au niveau de l'Institut. Il y a l'école politique féminine, consacrée donc aux femmes essentiellement, et puis l'école de démocratie qui accueille des jeunes militantes et militants en provenance des partis politiques que nous renforçons pour les préparer à une carrière politique
en tout cas meilleur que ce que nous avons vu jusque-là, parce qu'on estime que la politique, de plus en plus à ses exigences, la politique, il faut l'apprendre. Et comme les partis politiques, pour le moment, n'ont pas des écoles qui fonctionnent, l'alternative est toute trouvée. On s'est proposé de faire ce travail-là, en même temps que nous travaillons pour renforcer, pour les amener à démarrer le fonctionnement des écoles de parti. Docteur Aziz Chabi Morou, directeur de l'Institut pour la gouvernance démocratique, merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie.